Grandiose, majestueux, imposant, un mur calcaire d'1 kilomètre de long, de 80 mètres de haut, voici la roque Saint-Christophe. Ces abris sous roche étaient déjà occupés il y a 30 000 ans par les hommes préhistoriques. Mais l'endroit présentait tellement d'avantages que des millénaires plus tard, il était toujours utilisé. L'une des périodes les plus fastes fut le Moyen-Âge. Un peu avant l'an 1000, pour se protéger des invasions normandes, l'évêque de Périgueux décida de fortifier ces abris naturels. La roque Saint-Christophe devint alors un immense village vertical, collé à la falaise. Ah, d'accord. En tant que guide, je suis passé là des milliers de fois, mais c'est toujours aussi extraordinaire de découvrir ça. C'est le plus grand abri aérien qui existe en Europe. J'ai un petit peu de mal quand même à visualiser. Mais on va voir ça, puisqu'on a reconstitué tout ça grâce à une belle maquette. Ah oui. Voilà. Bon, c'est une maquette qui représente une vue vraiment partielle de la falaise, puisque pour reconstruire tout à cette échelle, il nous faudrait une maquette de 30 mètres, ce qui n'était pas très pratique. Mais ça permet de bien comprendre comment ça fonctionne au Moyen-Âge. Ça va s'appuyer sur ce qu'on appelle la défense passive. On utilise la hauteur de la falaise et les 5 étages d'abri sous roche pour se fortifier, s'insérer dans la pierre et en faire un repère inexpugnable. Et là, on est à la fin du Moyen-Âge. Donc tout est construit en pierre, en calcaire, tiré de la falaise elle-même, en toiture de lauze. Et on a des gens qui vont vivre verticalement. Mais bien sûr, les différentes classes sociales n'habitent pas sur les mêmes étages. On est au Moyen-Âge, c'est une société qui est très hiérarchisée. Donc on a la majeure partie des gens, des paysans qui vivent en bas. Puis dans les niveaux supérieurs, l'élite du village de l'époque, d'artisans, de commerçants, de gens d'église, de combattants. Nous sommes à quel endroit? On se trouve là, juste au niveau du bonhomme rouge. Et ensuite, on va cheminer là, sur la grande terrasse, en passant de maison en maison, jusqu'à l'église et même bien plus loin. Donc là, on passe dans une des habitations de la grande terrasse. On voit très bien le sol qui a été retaillé pour le confort des occupants, les marques de cloison, de trous de poteaux. Et là, on va découvrir l'église du village. On passe au travers du mur de l'église. Mais comment on sait que c'est une église? Alors, ça tient à pas mal d'indices. On a déjà la présence de croix, qui est un petit peu anecdotique, mais surtout le volume, le soin apporté au sol, et puis ce qu'on va voir devant, une voûte et le clocher surtout. S'il y a une église, ça signifie quand même que c'est un gros village ici. C'est un gros bourg pour l'époque, hein. Un petit peu avant 1400, au maximum de l'implantation. On pense qu'il y avait probablement 400 ou 500 personnes qui vivaient ici, accrochées à la falaise sur les 5 étages. Oh, elle est là, la cloche. Elle est là, juste dans le clocher qui a été percé dans la roche, ainsi que la voûte. Donc ça signifie qu'il faut imaginer ici un mur, des Un mur, vitraux. voilà, un mur, des vitraux, une toiture, une église. C'est un site hors norme, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Pourquoi? Malheureusement, l'endroit a été détruit pendant les guerres de religion. Le seigneur, à la fin du XVIe siècle, devient un seigneur protestant. Et le sénéchal du Périgord va décider de supprimer ce point d'appui aux protestants. Il envoie une armée, il chasse les gens, et ensuite il va ordonner la destruction de l'ensemble. Sans présence humaine, la nature reprend ses droits. La roque, envahie par les arbres, tombe dans l'oubli. Sauf qu'au milieu du XXe siècle, Gabriel, le père de Jean-Max Touron, est intrigué par une petite fenêtre creusée dans la falaise qui délimite le terrain qu'il vient d'acheter. La forêt étant trop dense, il décide de descendre le long d'une corde depuis le haut de la paroi. Ah, mais on se retrouve sur un escalier, là. Ah ouais, c'est un escalier qui a été découvert par la suite, d'ailleurs. Au départ, on ne voyait rien, il y avait de la végétation partout. Voilà, nous voilà sur la 5e terrasse. Alors lorsque mon père est arrivé ici en 1938, il a pris pied à cet endroit. C'était à peu près comme vous le voyez aujourd'hui. Et toute la roque Saint-Christophe était comme ça, c'est-à-dire recouverte de végétation. Une végétation qui a poussé pendant la période d'abandon de 350 ans. Et petit à petit, il a remis au jour une espèce de Machu Picchu. C'est-à-dire qu'une ville engloutie sous une végétation, et on avait perdu le souvenir qu'elle avait existé.
voyez, c'est vierge, c'est plein de blocs effondrés, des sédiments qui sont arrivés pendant des siècles. Bon, là, ça devient un peu plus étroit. Hein. Il faut quand même faire attention parce que, vous voyez, là on n'a plus que 1,50 m de largeur. Puis là, vous avez un précipice, 40 mètres, 50 mètres. Jean-Max, c'est un endroit avec lequel vous avez un lien intime parce que familial quand même. Ah ben, moi, j'y suis venu depuis que je suis né, ici. Mais, vous vous rendez compte le nombre de générations d'humains qui sont venus là? Il y a 40 000 ans, ils étaient là. Il y a 20 000 ans, ils étaient là. Il y a 8 000 ans, on était toujours là. Donc il y a ici un peuple, dans la vallée de la Vézère, il y a un peuple des falaises. Des gens qui connaissaient parfaitement le rocher, comme il existe un peuple des déserts, un peuple des grands lacs, un peuple des forêts. Là, c'est dans toute la vallée de la Vézère, un peuple des falaises.